Eh bien bonjour, merci d'avoir répondu à ce nouveau rendez-vous. Pour cette nouvelle émission, nous avons le plaisir d'accueillir une société qui s'appelle Wemanity avec Stéphane Martinez-Quérol. Stéphane, bonjour. Bonjour. Donc nous avons le plaisir d'avoir rendez-vous avec vous. En quelques mots, d'abord présentez-vous, quel est votre profil, votre parcours Stéphane, et puis ensuite dites-nous deux ou trois mots sur Wemanity. Donc bonjour. Je suis Stéphane Martinez-Quérol. J'ai rejoint Wemanity il y a 1 an. J'ai un parcours de 25 ans dans le monde de l'audit et du conseil. Donc j'ai principalement travaillé dans des grands groupes à la fois bancaires, industriels, dans des grandes compagnies également. Et je suis executive coach. Donc je fais de l'accompagnement de dirigeants et de managers. Et spécifiquement au sein de Wemanity, je développe l'activité sur la France et sur le Luxembourg en accompagnement d'organisations, que ce soit donc des très grosses entreprises ou des entreprises de taille un peu plus moyenne. Très bien. Et donc, Wemanity, en deux, trois mots, comment la situer? Quelques chiffres? Quand la société a-t-elle été créée? Par qui? Donc Wemanity est une start-up. C'est une société qui a 5 ans. Elle a été créée par Jean-Christophe Conticello. Il y a donc en France, il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est à peu près 500 en Europe. On est positionné sur 4 pays principalement, donc la France, la Belgique, la Hollande, puis le Luxembourg. On a également quelques représentations, notamment en Espagne, en Bulgarie et en Angleterre. Aujourd'hui, on accompagne à peu près une 50aine de gros clients, donc avec une particularité, c'est qu'on est un agent de transformation, donc un cabinet de conseil orienté sur la transformation agile et digitale. Et à partir de là, notre objectif, il est principalement d'accompagner des entreprises sur le territoire domestique et avec des impacts à l'international. Très bien, Stéphane, on va entrer un petit peu plus dans les détails, si vous le voulez bien. Donc, connaître davantage Wemanity, sa conception de l'agilité, je vous invite tout simplement, avec notre ami PowerPoint, à nous en dire un petit peu plus. Donc, notre mission chez Wemanity, puisqu'on est dans une entreprise et avec des entreprises qui aujourd'hui sont dans une dynamique d'innovation perpétuelle, c'est de les accompagner le mieux possible sur un rythme qui est relativement effréné en termes de changement et de leur apporter plus de capacité d'innovation, de capacité de réactivité, voire d'être plus rapide dans la mise en place de nouveaux produits. Donc Wemanity, notre objectif, c'est d'aider les entreprises à se transformer, toujours dans une idée d'amélioration continue. Et évidemment, on parle d'abord et avant tout dans l'agilité et dans le cadre du manifeste agile d'individus et d'interactions. Donc notre objectif, c'est d'abord et avant tout de permettre la libération des potentiels dans l'entreprise, de manière à créer de la valeur, puisque là aussi, c'est le maître mot de l'agilité. Sur la seconde partie pour Wemanity, notre valeur ajoutée, que Wemanity apporte de particulier et de différenciant, c'est cette transformation globale d'une grande entreprise et de le déployer à l'international. On a cette capacité dont je vous parlais tout à l'heure d'être présent sur plusieurs pays, donc une présence forte aujourd'hui avec 500 personnes. Nous avons aussi une particularité, c'est que nous sommes vraiment dans un modèle de test, c'est-à-dire que nous testons et nous validons tout ce que nous proposons à nos clients. Il y a cette expression anglo-saxonne qui est de dire « we hit our own dog food », c'est-à-dire que tout ce que nous proposons, nous l'avons testé. Donc nous avons aussi un incubateur de start-up et chaque nouvelle idée, nous la testons d'abord en interne avant de la proposer à nos clients. Et enfin, on bénéficie donc de 2 speakers internationaux. On a un des co-auteurs du manifeste agile, qui est un Hollandais qui s'appelle donc Arie van Bennekom. Et nous avons également la chance d'avoir parmi nous une personne, aussi un speaker international, qui s'appelle Jürgen Appelo et qui est notamment le chef de file et l'auteur du Management 3.0. Donc comment mettre en place beaucoup plus de délégations dans les entreprises et de travailler vraiment sur les motivateurs internes des coopérateurs. Donc, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était un retour d'expérience au niveau de l'agilité en dehors du monde IT et principalement sur la partie way of working. Donc, comment on met en place de l'agilité en dehors du monde IT et dans le cadre de l'exemple dont je vais vous faire partager, c'est de travailler sur un monde bancaire et dans le cadre de plusieurs agences bancaires où il y avait le besoin de mettre en place de nouvelles pratiques commerciales et managériales. Donc très rapidement, la synthèse des travaux qui ont été menés se sont déroulés autour de workshops. Donc des workshops qui d'abord et avant tout ont permis un assessment, donc une évaluation de la situation en l'état. Donc on a fait un travail sur 3 pilotes. Ensuite, on a enchaîné donc du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre un ensemble de workshops. Ces workshops ont permis d'une part de définir les objectifs, les freins et les forces dans le cadre de ce périmètre précis, des 11 pratiques commerciales et managériales. Ensuite, de manière à faire que les équipes, que les collaborateurs, que les coopérateurs de l'agence bancaire intègrent véritablement les transformations, on a mis en place avec eux ce qu'on appelle des OKR, donc des objectifs Key Results. C'est qu'on travaille avec eux les objectifs et on travaille avec eux les résultats clés
concret, opérationnel, pragmatique qu'ils souhaitent mettre en œuvre et qu'ils souhaitent suivre mensuellement, hebdomadairement ou quotidiennement. Ensuite, évidemment, on fait un lien entre la pratique telle qu'elle est mise dans la théorie et la réalité de cette pratique sur le terrain. On mesure l'écart entre les deux. Et enfin, l'élément clé de toute cette transformation, puisqu'il faut faire un lien avec ce que veut suivre la grande entreprise, c'est-à-dire un ensemble d'indicateurs clés, les fameux KPI, et comment on fait un lien entre des opérateurs opérationnels sur le terrain dans une agence bancaire et les KPI vus d'un point de vue corporate qui permettent de prendre des décisions stratégiques. Donc pour descendre dans le détail sur ces travaux, l'analyse des pratiques sur les pilotes a mis en évidence, comme le montrent les différents axes, une maturité totalement différente. C'est-à-dire qu'on avait une maîtrise des pratiques qui était relativement forte pour certaines pratiques dans certaines agences, du fait de leur historique, du fait des gens qui sont présents dans l'entreprise, puisqu'encore une fois, ce qui fait la différence, c'est vraiment les individus au sein du département, du service ou dans ce cadre-là de l'agence bancaire qui y travaillent. Donc, comme on le voit sur le schéma, la partie pratique, par exemple, sur la gestion des contacts ou sur la posture et attitude commerciale, était très forte dans certaines agences et beaucoup moins dans d'autres. Donc, en faisant un assessment, ça a permis à chacun d'avoir le premier pilier de l'agilité qui est la transparence, c'est-à-dire de savoir d'où on part, de manière à pouvoir établir un certain nombre de plans d'action, mais basés sur une réalité partagée, donc que l'on nomme sous le terme générique de transparence. Ensuite, pour pouvoir travailler avec eux et notamment définir donc les fameux objectifs qui résultent, qui est le deuxième pilier de l'agilité, qui est la communication, il a fallu revenir à la base. Et la base, c'est quoi? C'est un document qui a été produit en 2001, donc qui s'appelle les 12 principes du manifeste, donc le manifeste agile, et avec 12 principes, 4 valeurs et 12 principes. Et on revient toujours à ces 12 principes qui s'appliquent bien sûr dans le monde de l'informatique, puisque le manifeste agile a été créé principalement dans un monde de software, mais aujourd'hui il s'applique de manière, on va dire, plus large, puisqu'en fait, tout simplement, au niveau d'une solution opérationnelle, d'un produit, ça fonctionne. Donc, je les ai reprécisés, les 12. Donc, évidemment, on va retrouver la satisfaction client, accepter un changement en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, avoir des itérations plus rapides, donc des cycles de livraison plus rapides, c'est-à-dire régulièrement présenter ce que l'on développe, avoir un travail entre le demandeur, donc le client, et les gens qui développent, les gens qui produisent, très rapide aussi, créer ce fameux échange, pouvoir motiver les équipes, c'est-à-dire leur donner les moyens de pouvoir avancer. Le dialogue en face à face, on va privilégier dans l'agilité le fait de pouvoir se voir plutôt que d'organiser des réunions à distance qui bien souvent créent des interprétations, donc des biais. On va ensuite avoir donc de l'opérationnel, c'est-à-dire toutes les solutions proposées doivent être pragmatiques, elles doivent être utilisables. Si elles ne sont pas utilisables, c'est que quelque part il y a eu un couac dans la définition elle-même. Un rythme soutenable. L'agilité, bien souvent, est vue comme quelque chose de très usant. Or, justement, dans le manifeste agile, si on revient à la base, on doit être dans un rythme soutenable. Donc, on doit être capable de tenir sur la durée et en aucun cas sur un temps très court. Enfin, une excellence technique, c'est-à-dire ce que l'on propose, comme ce sont bien les opérationnels qui le décident, ça doit être acceptable et eux-mêmes doivent pouvoir progresser si nécessaire. Et enfin, les trois derniers éléments, les trois derniers principes, la simplicité, c'est-à-dire qu'on va essayer d'évacuer au maximum tout ce qui vient compliquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose n'est pas très clair, on va préférer le mettre un petit peu en décalage et prendre le temps de peut-être le resimplifier. On veut des équipes auto-organisées. Qui dit auto-organisée ne veut pas dire indépendante. On parle bien d'autonomie. Donc autonomie, c'est-à-dire qu'elles ont des règles, elles savent vers où elles vont. Donc là aussi, bien souvent dans l'agilité, on pense qu'il y a du chaos. Il n'y a pas de chaos dans l'agilité. Il y a des principes qui sont là pour garantir les règles, qui sont là pour garantir la destination. Après, les moyens d'y aller, ça, on laisse l'équipe qui a tout le jugement nécessaire et toute la connaissance pour le faire. Et enfin, dernier principe, c'est l'amélioration continue. On souhaite vraiment être dans cette boucle, dans la fameuse roue de Deming, d'amélioration continue pour progresser en fonction des sujets. Donc, une fois qu'on a travaillé avec eux sur ces éléments clés, on a pu, je vous ai mis un petit exemple, c'est le fameux Daily Morning, donc le fameux outil qu'on utilise pour tout le monde dans l'agilité. Donc, on a travaillé avec eux et c'est eux, les équipes, qui ont défini c'était quoi l'objectif de ce daily. Pourquoi ça avait du sens pour eux de le faire. Donc, ils nous l'ont expliqué, mais ils nous ont aussi expliqué quelles étaient les forces pour eux de le mettre en œuvre et quels étaient les freins auxquels ils étaient confrontés. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ça ne se passait pas bien. Et là, c'est assez amusant puisque pour les équipes qui opérationnellement ont mis en place ce genre de daily, les deux freins majeurs, c'est des problèmes réguliers pour commencer à l'heure, ou alors il n'y a pas de sujet concret. Donc ils ont l'impression en fait de perdre du temps. Donc basé sur ces forces et ces faiblesses, on a travaillé avec eux et c'est eux qui ont rédigé les fameux métriques, donc les fameux OKR. Et là encore, le premier pour moi est assez exceptionnel, puisque le premier qu'ils ont rédigé
et qu'il souhaite suivre de manière quotidienne, c'est est-ce que ce daily, il a été positif pour bien commencer ma journée? C'est non seulement est-ce que j'ai passé un bon moment, mais est-ce qu'effectivement, je vais en bénéficier dans ma journée. Et ça, c'est très pragmatique. Et on est loin de choses qui pourraient être mesurables ou difficilement mesurables. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer juste avec un smiley, par exemple, de pas content, neutre à très content. Et donc, c'est très opérationnel. Ensuite, sur les éléments qui sont remontés dans le cadre de notre travail, ça a été le changement des rôles. Encore une fois, dans l'agilité, on parle beaucoup de rôle et de responsabilité. Il faut savoir que dans les agences bancaires, on a un gérant. Ce gérant, habituellement, il est plutôt dans un modèle de command and control. C'est un manager à qui on donne des objectifs divers et variés, et qui est là finalement pour rythmer son équipe. La mise en place de l'agilité et de ces nouvelles pratiques va transformer le rôle de ce manager. Et le terme qui a été retenu par ce client et par ses agences, c'est le terme de facilitateur de proximité. Donc évidemment, derrière, on va retrouver ces notions de leadership, on va retrouver ces notions de servant leader et de manager également, mais c'est vraiment ce facilitateur. Et donc, on a renoté, il y a 6 qualités et une compétence qu'on a notées, et on va le retrouver, je vais les passer rapidement, mais on a une grande capacité de leadership et de serviteur. Donc, on est au service des équipes. En Scrum, dans le framework Scrum, on va parler d'un Scrum Master qui est là pour faciliter les échanges. C'est un peu le même modèle, même si on n'est pas sur un aspect technique. De solides compétences organisationnelles, évidemment. Le gérant, il doit bien comprendre l'organisation dans laquelle lui-même navigue et fait travailler ses collaborateurs. De bonnes aptitudes en communication. Là, encore une fois, on parle d'écoute principalement, mais ça veut dire aussi qu'il faut être capable de dresser une trajectoire. On va avoir une excellente présentation, la capacité de remonter de l'information et de la même manière, de manière descendante. C'est-à-dire quand on a de l'information qui vient du corporate, comment être capable de la redonner au bon niveau sans noyer les gens. Les compétences pour résoudre des conflits, qui bien souvent, on a des difficultés dans des agences. Les agences bancaires dont on parle ici peuvent aller de 5 à 40 personnes, mais sans pour autant perdre l'objectif qui est un objectif opérationnel. Et le dernier, dans le cadre de ce monde-là, une connaissance des offres globales de la banque. Donc une fois qu'on a mis ça en place, la démarche de l'agilité et dans la culture agile, c'est de travailler sur les do's et les don'ts. Et les do's, on pourrait comparer ça dans un monde traditionnel de cabinet de consulting par les critères de succès ou les facteurs de succès, les facteurs clés de succès. Le vert, le rouge. Exactement. En agilité, nous, on va plutôt se privilégier sur les don'ts, c'est-à-dire ce qu'il faut arrêter de faire. Et ce qui empêche de toute façon la production des fameux do's parce qu'on n'arrive pas à les faire. Et là, j'en ai listé 5 qui, dans ce cas-là, chez ce client, étaient vraiment marqués. Arrêtez de vouloir tout contrôler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on met en place des équipes auto-organisées, on met en place des gens qui vont finalement prendre le devant, vont gérer la délégation et en même temps passer son temps à tout vouloir contrôler. On est clairement dans quelque chose de contre-productif. Arrêtez également de faire de l'individuel en collectif. C'est-à-dire que si on a quelque chose à dire à quelqu'un, on trouve un moment particulier. Là, aujourd'hui, on a des one-to-one, il y a des réunions hebdomadaires ou mensuelles. Profitez de ces moments-là pour aider les gens à progresser et éviter plutôt le côté « je dis ce que j'ai à dire à quelqu'un devant tout le monde » qui le met dans une situation plutôt de défiance, en tout cas de non-confiance. Ensuite, donnez clairement les moyens de réussir. Parce que quand on ne donne pas les moyens de réussir, on peut avoir les meilleures intentions du monde. L'intention ne fait pas l'action. Donc clairement, donner la possibilité aux gens d'avoir les moyens de mettre en œuvre. Et là, on va utiliser ce qui se met en place aujourd'hui, on appelle ça le solution focus. C'est de se poser la question avec un collaborateur en lui disant « de quoi tu as besoin pour faire ça ?» C'est-à-dire quels moyens il faudrait engager pour que tu puisses réussir. Que ces moyens soient du temps, soit des ressources, soit des qualités techniques ou peu importe, de la formation. En tout cas, on va lui demander de se projeter dans la solution. Les 2 derniers points sur les don'ts, c'est sanctionner avant de comprendre. C'est-à-dire quand on a des collaborateurs qui viennent nous exposer une solution, ou par exemple nous disant cette pratique, je ne peux pas la mettre en œuvre, avant de dire non mais de toute façon tu dois, essayer de comprendre qu'est-ce qui motive le fait qu'ils pensent que ce n'est pas possible. Et donc encore une fois, travailler en solution focus pour essayer de le comprendre. Et le dernier point, qui est en fait une des limites du modèle du lean pur, c'est de vouloir tout standardiser. Aujourd'hui, on est dans un environnement où tout change très vite. Là, on le voit donc dans le cadre de ce client, on a fait un pilote, un pilote, mais sur 3 agences. Et ces 3 agences n'avaient pas du tout les mêmes configurations, ni géographiques, ni en termes de taille, ni en termes de clientèle, ni en termes de portefeuille. Donc, on avait bien besoin d'avoir quelque chose qui, avec des référentiels, évidemment. Par contre, il faut à un moment donné une adaptation. Donc, on ne peut pas tout standardiser. On ne peut pas récupérer un paquet fait par une structure interne ou par un cabinet de conseil ou de stratégie et dire on prend et on plug. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas parce que le monde fait qu'on a besoin d'une appropriation et d'une adaptation. D'où ces fameux termes de transformation.
L'accompagnement du management, c'est la clé suivante, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a travaillé dans les équipes, qu'on a travaillé donc avec les collaborateurs sur le terrain, qu'on a travaillé avec le gérant de proximité, ben on se rend compte que si on n'attaque pas toute la chaîne de commandement, c'est-à-dire depuis le patron de la banque de détail, puis l'ensemble de ces différentes chaînes, que ce soit au niveau des responsables des réseaux, que ce soit au niveau des responsables plus régionaux, ou que ce soit au niveau de responsables même, on va dire, départementaux, en fonction de la structuration, ça ne fonctionne pas. Donc la démarche qu'a mis en évidence ce pilote, c'est qu'on avait bien besoin d'avoir un accompagnement du management pour s'assurer que les messages qui seraient transmis demain par le biais de la direction soient bien celui qu'on retrouvera sur toute la chaîne de commandement. Encore une fois, il ne faut pas oublier que l'agilité, si elle est quelque part, et notamment quand on parle du passage de manager à leader, si à un moment donné on est à enlever une forme de pouvoir, on laisse néanmoins l'autorité. Un leader, par structure, il a de l'autorité. Et ça, c'est essentiel. Donc, toute la chaîne de commandement doit suivre cette même autorité, le même message qui est transmis. On va avoir enfin, je vous ai mis un petit exemple sur le lien entre les fameux donc, KPI, très suivis par l'ensemble des corporates et des départements de performance, exactement, et les OKR sur le terrain. C'est-à-dire comment on fait le lien entre le fait qu'un daily se soit bien passé et ça impacte quoi réellement pour moi qui suis des KPI d'un point de vue corporate pour l'ensemble de ma banque. Donc là, on a fait un petit exercice en fonction des pratiques avec donc les gérants, avec les différentes personnes du management dont je vous parlais, et on a fait un lien avec un impact direct ou indirect, ce qui nous permet d'avoir un lien mécanique, ce qui fait qu'on considère que si on a une action concrète, que ce soit sur le floor management, sur la structuration de l'agenda ou sur les postures, on aura un impact direct sur un KPI qui sera donc mesurable, puisqu'on aura un suivi tous les 15 jours. Et de la même manière, on aura aussi également potentiellement un impact indirect que l'on va pouvoir mesurer. Donc ça permet aussi de recorriger. C'est vraiment le lien entre j'ai mon dashboard, j'ai mon tableau de bord, et je sais que quand j'appuie sur ma pédale d'accélérateur ou de frein, ou si par exemple mon tableau de bord me dit qu'il me manque du carburant, ben, si je remplis mon réservoir, ma jauge remonte. Donc j'ai bien un lien entre les actions opérationnelles et mes tableaux de bord, ce qui manque bien souvent dans les entreprises, puisque on se dit on va faire un choix, un arbitrage, et on a un peu, on va dire, aveugle sur les vraies conséquences. Là, on a pris le problème à l'envers, on part bien des OKR opérationnels et on construit l'impact sur les KPI. Donc en synthèse, la lesson learned que l'on a eue par rapport à l'ensemble de cette mission-là, qui est encore une fois une mission de la mise en place de l'agilité sur les ways of working, donc les manières de le pratiquer en dehors d'un environnement purement IT. Là, l'exemple que je vous ai pris, il est donc dans le monde plutôt commercial, mais on fait la même chose sur le monde des ressources humaines, ou pour les achats, ou pour les autres départements en dehors du monde de la finance. Donc les 3 points, les 3 lessons learned qui sont remontés, le premier, c'est vraiment d'avoir une appropriation des pratiques managériales et commerciales par les conseillers, par les gérants, avec une démarche collaborative, sans remise en question du pilote. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir un attachement au départ, une acceptation que c'est bien vers là où on veut aller. Après, on peut discuter de la manière d'y aller, mais en tout cas, la destination, elle est partagée par tous, ce qui fait qu'on n'a personne qui traîne les pieds. Ça, c'est le premier élément. Donc ça, c'était vraiment très important en amont. Ensuite, on a cette fameuse présentation des OKR. Parce que quand on demande à des gens tout à coup de s'engager, ben forcément, quand ils s'engagent, ils sont prêts à suivre ce sur quoi ils se sont engagés. Donc, bien expliquer l'intérêt de la mise en place de l'OKR et surtout avec des ambassadeurs qui vont être impliqués, c'est-à-dire les fameux managers, les fameux coachs internes, puisque nous avions la chance d'avoir 2 coachs en interne qui eux-mêmes étaient des relais et permettant d'avoir un suivi opérationnel sur le terrain. Et enfin, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que quand on met en place un roll-out, un déploiement, là, suite à ce pilote sur 3 agences, il y a un déploiement sur 37 agences, ben, il faut s'assurer que l'ensemble de ces ambassadeurs, l'ensemble des gens qui ont été intégrés dans les pilotes, donc à peu près une 50aine de personnes, ben, eux-mêmes vont faire leur propre retour d'expérience. La partie success story, elle passe de 2-3 personnes qui ont fait les pilotes à plus de 50 personnes qui ont participé de manière positive à ce pilote-là. Voilà en synthèse ce que l'on a appris de ce type de pilote et de ce type de mission sur l'agilité. Alors, si vous le permettez, comme on l'a prévu, on va revenir par quelques questions sur plusieurs points de cette présentation. D'abord, très simplement, pour bien comprendre ce que vous faites, l'agilité, c'est un terme qui est très connu dans le monde informatique. Qu'est-ce qui différencie l'agilité telle que vous l'entendez, vous, de l'agilité dont on entend très souvent parler dans le monde informatique ? Alors, l'agilité, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été d'abord et avant tout mis en avant justement dans le monde de l'informatique, dans la création de développement applicatif, de software, puisque c'était un endroit où il était relativement facile de le mettre en évidence, puisqu'on était tout de suite sur de la réactivité, de la rapidité, et le terme agile au départ, c'est responsiveness, c'est vraiment cette notion de réactivité.
Évidemment, l'endroit le plus facile pour le mettre en œuvre, c'est des applications web, c'est des applications sur des smartphones où on est vraiment très orienté produit avec le fait que le besoin qui est exprimé est tout de suite transposé, codé et donc on peut l'utiliser. Dans le monde hors IT, on va avoir la même chose, mais on va d'abord travailler non pas uniquement sur l'aspect outil ou méthode ou l'aspect framework, on va vraiment travailler sur l'aspect culture et l'aspect approche. Aujourd'hui, je viens de passer 5 jours à Barcelone au symposium Gartner et lors de ce symposium, les maîtres mots, c'était d'abord et avant tout la culture autour de l'agilité. C'est-à-dire comment une entreprise aujourd'hui peut mettre en place de la culture en termes d'agilité, c'est-à-dire cette capacité finalement à pivoter, cette capacité à réagir et arrêter de penser projet mais de penser produit. On parle de product management aujourd'hui pour parler de valeur. Donc ce que nous on entend chez Womanity par agilité, c'est vraiment une approche agile, une culture agile qui peut se décliner dans le monde IT avec un certain nombre de frameworks. On va parler de Scrum, on va parler de DevOps, on va parler d'XP, mais on peut aussi avoir des choses en amont avec d'autres méthodes comme le design thinking. Donc on va avoir toute une série de méthodes, on a des panels, on a plein de choses à utiliser, mais ce qui est le plus important au-dessus, c'est vraiment cette approche et cette culture de l'agilité est basée d'abord et avant tout sur du bon sens. Mais alors finalement, quels sont vos interlocuteurs? Vous travaillez quand même dans les DSI, vous travaillez avec d'autres directions parce que les DSI ont de sacrés problèmes souvent pour faire passer leurs projets, notamment auprès des utilisateurs. Alors effectivement, nous on a la chance d'avoir 2 voire 3 types d'interlocuteurs. Nos premiers interlocuteurs, c'est souvent des gens qui sont sur le terrain, donc des gens qui sont dans les équipes informatiques, qui eux-mêmes souffrent souvent d'un certain nombre ou de ce fameux passage entre le monde du cycle en V, du waterfall et le mode agile, qui est plus un combat quasiment dogmatique aujourd'hui sur certains sujets, même si pour autant sur d'autres il fait du sens, plus que véritablement un choix qui serait raisonné. Donc nous on va avoir 3 interlocuteurs, des gens opérationnels dans des projets, informatique bien souvent. Ensuite, on va avoir les fameux DSI, donc les décideurs qui ont les difficultés dont vous parliez. Comment je présente mon budget, qu'est-ce que je priorise? Et aujourd'hui, de plus en plus, et quasiment 40 à 50% du business de Womanity aujourd'hui s'adresse d'abord et avant tout à du board, donc à des comités de direction, des comités exécutifs, avec des gens qui sont des directeurs financiers, des directeurs des achats, des directeurs des ressources humaines. Et d'ailleurs, les premiers aujourd'hui qui sont le plus intéressés par la transformation agile et digitale, ce sont justement ces patrons de ressources humaines, puisqu'ils sont les premiers à voir qu'il y a une transformation, une mutation en interne des organisations, puisqu'aujourd'hui on parle vraiment de mutation et de transformation d'organisation, et c'est eux qui sont les premiers à demander comment l'agilité va les aider à mettre en place des nouveaux, ce dont on parlait un petit peu avant l'émission, comment on met en place des évaluations demain collectives et non plus seulement individuelles, puisqu'effectivement on parle d'équipes qui vont travailler pour un même objectif. Alors, pour qu'on ait une idée encore plus précise, qu'on visualise un petit peu ce que vous faites, quel est le temps d'action finalement que vous traitez chez Webnomi? Est-ce que ça se compte en jours, en semaines, en mois pour rapprocher les fameux indicateurs de la direction générale de vos indicateurs à vous? Alors habituellement, on accompagne les entreprises donc forcément sur une durée, mais pas forcément sur une longue durée. L'idée aussi, c'est de les rendre très autonomes rapidement. Donc la démarche est à peu près la même. On a cette fameuse phase d'évaluation, cet assessment qui est nécessaire pour savoir de quel l'état des lieux, le fameux cadrage dont on parle. Et ensuite, nous, on fonctionne vraiment sous un format de vagues. En général, des vagues de 13 semaines, des vagues de 3 semaines. On a d'ailleurs Harry Van Bennekom qui a construit un framework qui s'appelle IATM, qui a une vocation pour nous d'être vraiment dans des cycles d'apprentissage de 13 semaines, pour tester des choses, comme je vous le disais tout à l'heure, et de voir ce que ça donne. L'idée, c'est d'avoir un résultat concret et qu'au bout de 13 semaines, on puisse se dire, on a bien avancé, voilà sur quoi on a avancé, voilà sur quoi on n'a pas avancé. Sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu clé derrière, c'est le changement de culture. Et le changement de culture, comme vous le savez, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se vit. Donc, c'est des petites choses au quotidien qu'on met en place, mais avec une analyse de maturité en amont et 13 semaines plus tard, on voit qu'il y a des choses qui ont évolué, comme ce que je vous ai montré au départ sur les petits radars qui ont été présentés. Alors, en guise de conclusion, dernière question. Donc, quels sont les 2-3 facteurs qui, chez les entreprises, font qu'elles font appel à Webnomi? Alors, en général, quand les entreprises font appel à Womanity, on se retrouve avec un besoin réel de se repositionner sur le marché. Clairement, c'est d'abord et avant tout, j'allais dire peut-être pas de la survie, mais en tout cas, on se rend compte qu'on a du retard à rattraper et que la transformation de l'entreprise, elle est absolument impérieuse. Il n'y a pas de sujet, en fait. Et le deuxième, c'est une prise de conscience. On a aussi pas mal de personnes qui nous appellent. Ils se rendent compte que les choses évoluent. Là, c'était le cas des contacts que j'ai pu nouer au Gartner.
des gens se rendent compte que le monde évolue et comment on fait pour rester dans la course, comment on fait pour être en avance, donc comment on fait finalement pour rester innovant. On a un terme qui est rentré dans le dictionnaire l'année dernière qui est la notion de disruption. Donc comment on reste disruptif? Eh bien, pour rester disruptif, d'abord avant tout, il faut s'intéresser aux gens. Donc non pas de manière un peu béate, en disant bon, il suffit de créer le bonheur dans l'entreprise. Non, c'est pas du tout ça. Ça peut aussi passer par ça, mais c'est pas juste la mise en place de baby-food dans des entreprises qui va faire qu'on va mieux travailler. Par contre, le fait de mieux comprendre ce qu'attend le client, donc le fameux customer centric, le fait de travailler sur des produits, ça va clairement permettre, par le biais de l'agilité, puisqu'encore une fois l'agilité c'est un moyen, ça va clairement permettre d'améliorer et de créer encore plus de valeur. Et à ce moment-là, les gens, ça leur donne du sens et donc ils sont heureux d'aller travailler. Encore une fois, c'est une conséquence positive de la démarche. Très bien, Stéphane Martinez-Quérol, merci.